Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo donc sur les sommes de l'air et la fonction bêta de l'air. Donc c'est un corrigé de Central MP 2015 Math 2. Donc je vais corriger les trois premières parties de ce sujet, il y en a une quatrième. Voilà la première partie du sujet. Voici la deuxième partie. Et enfin, voici la troisième partie. Donc n'hésite pas à mettre sur pause, à lâcher un petit like si tu penses que la vidéo va t'aider, à chercher l'exercice et ensuite je vais passer directement à la correction. Donc on est parti pour cette première question. Donc on prend n dans n étoiles et on peut calculer l'intégrale de n-1 jusqu'à n de dt sur t. Effectivement, ça fait ln de t, coincé entre n-1 et n. Et ça va faire du coup, donc ça fait moins ln de n plus ln de n-1. Donc en fait, ça fait plus ln de n-1 sur n, puisque on a ln de n-1 moins ln de n. Donc par propriété de morphisme, on peut diviser par n à l'intérieur de ln. Et donc là, ensuite, on récupère du ln de 1-1 sur n et on va faire un développement limité. Donc ln de 1-1 sur n, ça va faire moins 1 sur n, donc moins 1 sur 2n carré, plus un petit taux de 1 sur n carré. Donc on développe jusqu'à 1 sur 2n carré parce qu'on cherche 1 sur n carré pour avoir un équivalent. Donc il reste an égale moins 1 sur 2n carré plus petit taux de 1 sur n carré. Donc ça veut dire que n est équivalent à moins 1 sur 2n carré. Or, la série de termes générales, moins 1 sur 2n carré, elle converge absolument par comparaison aux séries de Riemann, donc il en est de même pour an. Et donc on a conclu que la série de termes générales an converge. Allez, donc question 1 à 2. On va sommer l'égalité de la question précédente, c'est logique vu qu'on veut faire apparaître du hn. Donc on somme pour k allant de 1 jusqu'à n, et donc on reconnaît là ici hn comme on voulait, et là on a un problème en 0, donc on va prendre l'expression de l'intégrande en 1, et ensuite intégrer entre 1 et n, ce qui donne ln de n. Donc voilà, donc au final, si on récupère hn, on a ln de n plus 1 plus la somme des ak. Et la question précédente, on a vu que la somme des an convergeait, ou la somme des ak plus précisément, je me suis trompé ici. Donc on peut passer à la limite dans l'égalité du dessus, c'est-à-dire on fait tendre n vers plus l'infini, et on sait que ça va faire ça va faire un certain réel, donc L. Donc au final, si on passe à la limite dans l'égalité, on va avoir hn qui est égal à l'infini à ln de n plus L plus 1. Donc il suffit de poser a égale L plus 1 et on a hn qui est égal à du coup ln de n plus a plus un petit taux de 1 en plus infini. Mais du coup si n est plus grand que 1, si on divise par ln, on a hn sur ln qui vaut 1 plus a sur ln de n plus petit taux de 1 sur ln de n. Tout ça, si on fait tendre n vers plus l'infini, ça tend vers 0, ce qui montre que hn sur ln de n tend vers 1 en plus l'infini. Et donc précisément, c'est que hn est équivalent à ln de n en plus infini. Allez, donc on est parti pour la question 1b. Donc on considère la série de termes générales hn sur n plus 1 puissance r, où r va se balader dans grand N. Mais par la question précédente, on a vu que hn est équivalent à ln de n, donc par quotient, hn sur n plus 1 puissance r, c'est équivalent à ln de n sur n puissance r. Et tiens, ça, on retombe sur une série de Bertrand dont j'ai fait une vidéo, je vous invite à la revoir si vous avez des difficultés. Je vous mets la miniature. Donc, c'est bien ce que je dis, c'est une série de Bertrand, c'est certes hors programme, mais si on connaît le résultat des séries de Bertrand, on va pouvoir traiter la question plus facilement, mais c'est pas nécessaire de tout savoir sur la série de Bertrand pour traiter la question. Donc, on sait du coup par équivalent que la somme des hn, la série de termes générales hn sur n plus 1 puissance r, a la même nature que somme des un, où un c'est ln de n sur n puissance r. Si r égale 0, on a un qui vaut ln de n, ça tend vers plus l'infini en plus l'infini, donc on a une divergence grossière. Maintenant si r égale 1, on a du ln de n sur n, or ln de n est plus grand que ln de 2, mais ln de 2 sur n, ça diverge parce que c'est de la forme 1 sur n, par comparaison aux séries de Riemann, et bien ça diverge, donc on en déduit que on a toujours divergence si r égale 1, et si r est supérieur ou égal à 2, on va se rendre compte que on va s'en sortir, il va y avoir convergence, et pour ça c'est assez classique, on applique la règle du n puissance alpha fois un, donc en l'occurrence on prend alpha plus grand que 1, donc on va prendre 3,5. Donc si on multiplie par 3,5, on va avoir du ln de n sur n puissance r moins 3,5, et qui tend vers 0 en plus l'infini. Pourquoi? Parce que r est supérieur ou égal à 2, donc r moins 3,5 est supérieur strictement à 0.
Donc par croissance comparée, le n puissance r moins 3,5 va l'emporter au voisinage de plus l'infini. Et donc bon, un c'est un petit taux de 1 sur n puissance 3,5. 3,5 est plus grand que 1, donc on a convergence de la série de termes générale un. Et donc on en déduit que la série voulue, elle va converger si r est supérieur ou égal à 2. Bon question grand 1 C1, ça c'est une question de cours, on sait que le rayon de convergence de 1 sur 1 moins t ln de 1 moins t, ça va être r égale à 1, donc on a le développement série entière suivant. Voilà. Pour ln de 1 moins t, il ne faut pas oublier qu'on a le développement de moins ln de 1 moins t qui fait t puissance n sur n, donc il faut mettre un moins devant, et voilà, donc on traite cette question de cours assez facilement. Les questions suivantes, donc par la question précédente, les fonctions de l'énoncé, la fonction qui a t va associer moins ln de 1 moins t et t qui va associer 1 sur 1 moins t, elles sont développables en série entière sur moins 1, 1, on a convergence absolue des séries associées, et on va en faire le produit de Cauchy, c'est normal puisqu'on va faire moins ln de, on s'intéresse à ln de 1 moins t sur 1 moins t, donc forcément on va faire le produit de Cauchy des séries associées. Donc par produit de Cauchy, le produit de ces deux fonctions est lui aussi dérivable en série entière sur moins 1. Donc allons-y, on pose f de t qui vaut du coup moins ln de 1 moins t sur 1 moins t, et donc du coup moins ln de 1 moins t c'est la somme des ak, où ak c'est 1 sur k, ak t puissance k, et là pareil on l'écrit sous la forme bn t puissance n, où bn ça vaut 1, en fait c'est les coefficients qu'on a trouvés au-dessus d'après la question de cours. Et donc par produit de Cauchy, on sait que f de t, pour tout t, donc le rayon de convergence c'est r égale à 1, donc entre moins 1 et 1, f de t ça va être la somme des cn t puissance n, où du coup le Cn ça va être la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des ak n-k, donc ça fait la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des 1 sur k, et ça fait apparaître hn, donc on est bon. Et au final, par résultat sur les produits de Cauchy, on a que f de t égale la somme des hn t puissance n, donc voilà. Allez, question grand 1 D1, donc on prend PQ dans n, donc la fonction qui a t va associer t puissance p ln de t puissance q, elle est continue sur 0, 1, et pour l'intégrabilité on a juste un problème en 0 apparemment, mais on va essayer de se ramener à une comparaison à une intégrale de Riemann, donc on va multiplier par racine de t. Je rappelle, il faut montrer que c'est un petit taux de t puissance alpha avec alpha plus petit que 1. Donc racine de t ça paraît pas mal, on récupère du t puissance p plus 1,5 ln de t puissance q, et par comparaison, par croissance comparée, ça va tendre vers 0, ce qui montre du coup que t puissance p ln de t c'est du coup un petit taux, ln de t puissance q, pardon, c'est un petit taux de 1 sur t puissance 1,5. Donc on a intégrabilité au voisinage de 0 par comparaison aux intégrales de Riemann. Et on en déduit que la fonction qui a t va associer t puissance p ln de t puissance q, elle est intégrable sur 0, 1. Donc voilà, on en déduit que IPQ existe bien pour tout P et Q des entiers naturels. Donc on est parti pour cette question D2 où on va étudier IPQ epsilon. Donc on doit prouver une relation où on va diminuer P, augmenter Q, je ne me rappelle plus exactement, on va voir, mais on sent bien qu'il va falloir faire une intégration par partie, puisque l'idée ça va être de diminuer Q, on va poser la fonction qui a t va associer ln de t puissance Q, on va la dériver, on voit que ça fait sortir un Q et ln de t puissance Q moins 1, donc on va récupérer IPQ moins 1 a priori, et du coup si on dérive cette fonction là, l'autre fonction de l'intégrale, il va falloir la primitiver, donc c'est la fonction qui a t va associer t puissance p, et ça fait t puissance p plus 1 sur p plus 1, sa primitive. Donc à des fins de rédaction, il faut juste introduire u et v, dire qu'elles sont C1 sur l'intervalle d'intégration. Donc on peut intégrer par partie, ensuite on intègre par partie. Sur le crochet en 1 ça disparaît à cause du ln, et pour l'intégrale ici on fait sortir le q sur p plus 1, le t puissance p plus 1 il se simplifie avec le t de la dérivée, et donc ça ici on reconnaît i pq moins 1 évalué en epsilon, et donc voilà, on a bien le résultat qu'on voulait, donc voilà.
Donc question D3, par la question précédente, on a vu qu'on a cette relation-là. Et maintenant, en fait, l'idée pour se ramener à IPQ, ça va être de faire tendre epsilon vers 0, mais encore faut-il avoir le droit de le faire. Par croissance comparée, ce membre-là, il va tendre vers 0 pour epsilon qui tend vers 0. Les intégrales IPQ epsilon, enfin les intégrales de la forme IPQ epsilon, elles convergent pour epsilon qui tend vers 0, avec évidemment IPQ epsilon qui tend vers IPQ et la même manière ici. Donc en fait il suffit de faire tendre epsilon vers 0 après avoir bien rédigé pour obtenir le résultat qu'on voulait, c'est-à-dire IPQ égale moins Q sur P plus 1, IPQ moins 1. Donc on est parti pour cette question D4. Donc à la question précédente, on avait une espèce de pseudo-relation de récurrence, donc on va l'itérer pour obtenir du coup IPQ, donc on l'applique une fois, ça fait moins Q sur P plus 1, IPQ moins 1. Si encore une fois on applique la relation de récurrence, on a moins Q moins 1 sur P plus 1. Attention, P plus 1 il reste constant parce que le P reste constant dans l'intégrale. Et donc on fait descendre maintenant IPQ-2 et on continue de faire descendre Q, Q jusqu'à 0 pour avoir IP0. En fait IP0 on sait le calculer parce que pour Q égale 0, le ln de t puissance Q, ça va disparaître dans l'intégrale. Donc on continue de le faire, il ne faut pas se tromper. P plus 1 il reste constant et au numérateur on descend petit à petit jusqu'à 1 parce qu'ici Q passe à 0. Donc combien on a de termes? On en a Q parce qu'on doit passer de Q vers 0, donc il faut retrancher Q fois 1. Donc on a bien Q termes. Et IP0, c'était l'idée, hein, c'est que on sait le calculer très facilement, ça va faire 1 sur P plus 1. Et au final, c'est très simple, du P plus 1, combien est-ce qu'on en a de fois? On en a Q terme, plus le 1 sur P plus 1 qui sort de l'intégrale, et les moins 1, donc on en a combien? On en a moins 1 puissance Q, et on a Q, Q moins 1, etc. jusqu'à 1, donc ça va faire Q factoriel, et on a bien le résultat voulu, à savoir que IPQ vaut moins 1 puissance Q sur Q factoriel sur P plus 1 puissance Q plus 1. Donc on est parti pour cette question E de la première partie. Donc on a l'intégrale de 0 à 1 de ln de t puissance r-1, f de t dt, et f il faut le remplacer par son développement en série entière. Et ensuite on fait glisser la somme vers la gauche et on a an ln de t puissance r-1 t puissance n dt. Donc là on aimerait bien permuter l'intégrale et la somme. Et donc on va poser les fn de t, la fonction qui est à l'intérieur. Et on va vérifier qu'on peut bien permuter l'intégrale et la somme. Premièrement, les fn elles sont continues par morceau et intégrables sur 0,1. Par construction, la somme des fn elle converge simplement vers la fonction qui à t va associer ln de t puissance r-1 f de t, qui est bien continue par morceau. Effectivement, par construction, ln de t an t puissance n, ça tend bien vers f de t. Donc c'est pour ça que ça converge simplement vers cette fonction-là. Et maintenant, on vérifie que la série de termes générale, la somme du coup, la série de termes générale, pardon, l'intégrale de 0 à 1 des valeurs absolues de fn de t dt converge. Donc allons-y, on remplace tout simplement. Cette intégrale-là, ça fait l'intégrale de 0 à 1 de ln de t puissance r-1 à t puissance n dt qui vaut in r-1. Donc en remplaçant, on a vu par la question précédente que in r-1, ça vaut moins 1 puissance r-1 r-1 factoriel sur n plus 1 puissance r. Donc au final, la série de termes générales, cette intégrale-là, c'est la série de termes générales AN, en valeur absolue, moins 1 puissance R-1, R-1 factoriel, N plus 1 puissance R. Et par hypothèse, on sait que cette série, elle converge absolument. Donc elle converge parce qu'on suppose que AN sur N plus 1 puissance R, c'est le terme général d'une série convergente par hypothèse, donc forcément ça converge bien. Donc on peut permuter la somme et l'intégrale par théorème d'intégration terme à terme. Et donc on le fait et on va avoir ce qu'on voulait, donc il n'y a pas de problème. On va avoir du coup que l'intégrale voulue, ça vaut la somme du coup des AN moins 1 puissance R-1 et R-1 factoriel sur N plus 1 puissance R. Et au final, on va sortir tout ce qui dépend du coup qui ne dépend pas de n de la somme et on va obtenir ce résultat-là comme voulu.
Bon, donc corrigeons la question suivante. Donc on a vu à la question précédente qu'on a cette expression-là. En fait, bah, on aimerait prendre an égale hn pour obtenir bah, la série SR ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a déjà vu que une fonction développable en série entière qui allait bien, ça va être la fonction qui a t va associer moins ln de 1 moins t sur 1 moins t. Donc on sait que f est développable en série entière et que sa série entière, bah, c'est la somme du coup des hn t puissance n, de rayon de convergence égale à 1. Et on va prendre R supérieur ou égal à 2 parce qu'on a vu dans une question précédente que ça assurait la convergence de cette série-là. Donc on prend R supérieur ou égal à 2 et on applique le résultat précédent. Donc on a du coup, on remplace f de t par moins ln de 1 moins t sur 1 moins t, et on remplace an par hn, puisque bah, c'est an égale hn dans le développement en série entière. On a un moins ici, on le simplifie avec le moins 1 puissance r moins 1, et ici on reconnaît bien SR, bah, effectivement oui c'est logique, on a bien choisi les fonctions pour obtenir ce résultat-là. Et on va diviser par moins 1 puissance r et r moins 1 factoriel, mais qu'on divise ou qu'on multiplie par moins 1 puissance r, c'est la même chose. Donc au final, on va obtenir ce résultat-là, SR qui est moins 1 puissance r sur r moins 1 factoriel fois cette intégrale-là. Alors, question suivante, on va faire une intégration par partie. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Bah, parce qu'on voit qu'il y a du R-1 qui apparaît, parce que ça se simplifie dans la factorielle. Et en plus de ça, donc on va poser la fonction qui a t va associer à ln de t puissance R-1. Donc forcément, on va primitiver cette fonction ln de 1 t sur 1 t. Et bah, en fait, si vous êtes malin dans l'énoncé, on vous donne la fonction qui correspond. Donc ça va être moins 1,5 de ln de 1 t au carré. Donc ça, vous vérifiez bien que si vous la dérivez, vous tombez sur la fonction que vous voulez primitiver. Bon, bah, on pose u et v ces fonctions-là. U et v ces fonctions-là. Elles sont C1, il n'y a pas de souci. Le crochet, il a une limite finie. On peut faire l'intégration par partie. Donc on va voir que le crochet a effectivement une limite finie. Donc voilà, on obtient cette simplification-là. Bon, bah, le crochet il va s'annuler. Pourquoi? Bah, parce qu'au voisinage donc on a des problèmes en 0 et en 1. Donc en 0, bah, ln de 1 t au carré ça va faire t carré, et ça par croissance comparée ça va tendre vers 0. Et maintenant au voisinage de 1, ln de t, non c'est du coup c'est ln de 1 moins t au carré qui va. Non, c'est ln de t, pardon, sur lequel on fait un développement limité. Donc ça va faire moins 1 puissance r moins 1, 1 moins t puissance r moins 1, ln de 1 moins t au carré. Et bon, bah, si vous le voyez pas, vous posez h égale 1 moins t, et vous faites un drage vers 0, et vous voyez que par croissance comparée, ça va aussi tendre vers 0. Donc le crochet vaut 0, et il va rester du coup ces intégrales-là. Et donc maintenant, il suffit de remplacer dans le résultat de la question précédente pour simplifier du coup le r-1 factoriel et obtenir du coup l'intégrale que l'on voulait. Allez, donc on est parti pour cette dernière question. Donc si je prends r égale 2, je récupère la somme S2, donc ça va paraître un bon début. Mais on a cette intégrale-là, on aimerait plutôt avoir du ln de u carré, ln de u le tout au carré sur 1 moins u. du, donc qu'à cela ne tienne, on pose u égale 1 moins t, c'est un changement de variable qui est bijectif C1, donc il n'y a pas de problème. On peut le faire, on obtient, après avoir nommé u égale t, l'indice étant muet dans l'intégrale, on a 1,5 de l'intégrale de 0 à 1 de ln de t carré sur 1 moins t dt, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, on va considérer la fonction qui à t va associer 1 sur 1 moins t. Bon, on sait qu'elle est développable en série entière sur moins 1, 1, et même on a f de t égale somme des an t puissance n, avec pour tout n à n égale à 1. Et si r égale 1, la somme du coup des an sur n plus 1 puissance r converge, et sa somme vaut du coup zeta de 3. Donc on applique la question grand 1 e pour obtenir que l'intégrale de 0 à 1 de ln de t au carré sur fois f de t, du coup avec f de t égale 1 sur 1 moins t dt, f de t égale 1 sur 1 moins t, pour obtenir du coup que cette intégrale là elle vaut 2 zeta de 3, et du coup en remplaçant dans cette intégrale là, on a du coup 1,5 fois 2 zeta de 3, et donc on a du coup S3 égale zeta évalué en 3. Allez, donc on va corriger cette partie 2. Je change de support, mais
le principe reste le même. Donc on va montrer pour tout x et y dans R plus étoile au carré que bêta, donc cette intégrale-là existe. Donc il faut déjà dire que l'intégrande est continue, continue par morceau, il n'y a pas de problème. On a un problème en 0, bon, ben, au voisinage de 0, c'est équivalent à 1 sur t puissance 1 moins x, et 1 sur t puissance 1 moins x, ça converge. Ben, pourquoi? Ben, parce que x est plus grand que 0, donc 1 moins x est plus petit que 1, et on est au voisinage de 0, donc c'est bon. Et en 1, bah, c'est équivalent à 1 sur 1 moins t puissance 1 moins y, et 1 sur 1 moins t puissance 1 moins y, ça converge parce que y est plus grand que 0, donc même argument. Et donc l'intégrale bêta de x et y existe pour tout x et y strictement positif. Bon, donc question grand 2, B2. Bon, bah, on va faire un changement de variable, on passe u égale 1 moins t, donc pas de problème, c'est un changement affine, C1, et bah, on peut tout simplement remplacer. Donc je rappelle l'expression de bêta de x, y, et maintenant on remplace t par 1 moins u, donc voilà, ici on récupère u, ici on récupère 1 moins u, et il ne faut pas oublier de changer l'élément différentiel dt en moins du, et de changer les bornes, attention, il ne faut pas oublier ça. Et donc après, bon, bah, il suffit de réorganiser les termes, inverser les bornes, il y a un moins qui saute quand on inverse les bornes, et on récupère bêta de yx, et donc bah, parfait, on a récupéré que bêta était donc bêta vérifié bêta de xy égale bêta de yx, donc pas de souci. Allez, corrigeons cette question B3, donc je l'ai rédigé un peu par tâtonnement. Donc déjà, bah, x plus 1 est plus grand que 0, donc bêta de x plus 1 y existe. Et bon, bah, on écrit la définition de bêta de x plus 1 y. Et nous, on sait qu'on va récupérer bêta de xy, donc forcément, on va faire une intégration par partie pour baisser le t puissance x ici. Et on va récupérer quelque chose fonction de x et y. On va voir si ça suffit. Donc on va poser u, la fonction qui est à t va associer t puissance x, donc c'est celle qu'on va dériver, et la fonction qui est à t va associer moins 1 moins t, donc du coup y sur y, de telle sorte que ça c'est une primitive de ça. Donc u et v elles sont c1 sur 0,1, on peut intégrer par partie, et donc on obtient ce crochet là, plus l'intégrale ici, et donc le crochet il vaut 0, parce que en 0 ça vaut 0, en 1 ça vaut 1, et l'intégrale on peut sortir x sur y, donc on est déjà pas trop mal, et on récupère l'intégrale de 0,1 de t puissance x moins 1 fois 1 moins t puissance y dt. Et donc ça nous gêne un peu parce que au final on a récupéré bêta x y plus 1, et nous on aimerait du coup récupérer bêta de x y. Donc à cela ne tienne, et on cherche une relation entre bêta de x y plus 1, bêta de x y et bêta de x plus 1 y. Et on remarque que si on fait la somme de bêta de x plus 1 y et bêta de x y plus 1, on a ces intégrales là. Et on a ensuite du coup l'intégrale de 0,1 de ça, et à l'intérieur on va avoir du t plus 1 moins t, qui va, donc en ayant factorisé par t puissance x moins 1, 1 moins t puissance y moins 1, puisqu'on veut faire apparaître du bêta x et y, on se rend compte qu'on va avoir du t plus 1 moins t qui va apparaître, donc en fait ça va faire 1, il va rester bêta de x, y. Donc super, on a trouvé que bêta de x y plus 1, ça c'est égal à bêta de x y, donc moins ça. Donc on récupère bêta de x y plus 1 égale moins bêta de x plus 1 y plus bêta de x y, et on remplace dans cette équation là pour obtenir que bêta de x plus 1 y c'est x sur y, donc moins plus, et on va récupérer donc les termes qui sont de même enfin ces termes-là, on va les récupérer, on va tout passer à gauche, il va rester 1 plus x sur y, ça fait x plus y sur y, bêta de x plus 1 y égale x sur y, et on va simplifier par y et diviser par x plus y, et on obtient bien le résultat voulu. Allez, question 4, donc on prend x et y strictement positif, et on applique la question, la question précédente avec y plus 1 à la place de y pour obtenir ce résultat-là. Par la question du coup, la question
B2. On a déduit que bêta de xy plus 1 égale bêta de y plus 1 x, donc c'est-à-dire qu'on peut permuter ça et ça, c'est ce qu'on a vu. On peut toujours le faire. Et on peut de nouveau appliquer la même question précédente pour obtenir que bêta y plus 1 x égale x, y pardon, sur x plus y, bêta de xy. Et donc au final, en remplaçant, on récupère xy en haut fois du coup x plus y fois x plus y plus 1, bêta de x et y, et donc on a bien le résultat voulu. Ah, donc on est parti pour la question C1, donc on prend x et y dans 0, 1, et on va supposer que, c'est ce que j'ai mis en rouge ici, que bêta de x et y donc bêta vérifie l'équation fonctionnelle dès que x et y sont plus grands que 1 strictement. Donc bon, si on prend x et y dans 0, 1, bah, x plus 1 et y plus 1 sont dans 1 plus infini, et donc il vérifie la relation fonctionnelle voulue, par hypothèse. Donc en plus bêta elle vérifie l'équation fonctionnelle qu'on vient de prouver juste à l'instant, donc on a bêta de x et y qui vaut ce quotient là. Et donc en remplaçant du coup bêta de x plus 1 et y plus 1 en fonction de gamma, puis en utilisant l'équation fonctionnelle qui est vérifiée par gamma, c'est-à-dire gamma de x égale gamma de x plus 1 sur y, on obtient du coup successivement, je remplace ça dans cette équation ici, j'obtiens cette égalité-là. Et ensuite, je remplace, du coup, je récupère les termes, je récupère gamma de x plus 1 sur x, ici. Ensuite, je vais récupérer gamma de y plus 1 sur y. Et ensuite, je vais récupérer x plus 1 plus y sur gamma de x plus y plus 2. Donc je récupère ici gamma de x, gamma de y, et je récupère 1 sur gamma de x plus y, en utilisant deux fois cette identité-là pour ce terme ici. Et donc je récupère gamma de x, gamma de y sur gamma de x plus y. Donc au final, bêta vérifie bien si x et y vaut 0, 1 et qu'on a supposé que c'était vrai, enfin bêta vérifiait la relation fonctionnelle dès que x et y étaient plus grands que 1. Et ben c'est vrai si x et y sont plus petits que 1. Donc voilà, on a montré qu'on peut se ramener à montrer que le résultat est vrai que si x et y sont plus grands que 1. Allez, donc question C2, je prends x et y plus grand que 1 et je fais le changement de variable t égale u sur 1 plus u, c'est-à-dire 1 plus ut égale u, donc u égale t sur 1 moins t. Ce changement de variable il est C1 sur 0, 1 à mon avis ouvert. Donc on peut intégrer par partie, c'est licite, et il ne faut pas oublier de dériver l'élément différentiel, d'obtenir dt égale du sur 1 plus u carré. Donc on remplace avec l'expression de bêta, et ensuite on remplace t égale du coup t égale u sur 1 plus u, et donc on obtient ça. Il ne faut pas oublier de changer les intégrales. Et il reste du coup l'intégrale de 0 à plus l'infini de u puissance x moins 1 sur 1 plus u puissance x plus y. Donc voilà, et on obtient bien le résultat voulu. Allez, question C3, donc on prend x et y toujours plus grand que 1. Comme x plus y est plus grand que 0, gamma de x plus y existe. La fonction qui est à t va associer exponentielle moins t puissance x plus y plus moins 1, est continue croissante et intégrable sur R+. Et donc grand F de x, y de t est plus petit que sa limite en plus infini. Donc je vois pas pourquoi il y a un dt ici, mais elle est plus grande que sa limite. Et qu'est-ce que sa limite? En fait, c'est gamma de x plus y. Donc voilà, et en fait on a déduit tout simplement que f de x, y de t est inférieur ou égal à gamma de x plus y pour toute x et y dans 1 plus infini. Ah, donc question C4, donc on prend x et y plus grand que 0 et on pose g, la fonction qui à a va associer cette intégrale assez monstrueuse. Donc on va voir ce qu'on peut faire. On montre que G elle est bien définie continue sur R+, et pour ça on va utiliser un théorème de convergence dominée. Donc pour tout u dans R+, la fonction qui a a va associer gxy de ua. Donc effectivement gxy de ua c'est la fonction intégrande. Donc elle est continue sur R+. Pour tout A dans R+, la fonction qui a u va associer gxy de ua, elle est continue par morceau sur R+. Et pour u et a dans R+, par la question 6, j'ai gxy de ua qui est inférieur à gamma de x plus y. Donc
On a majoré ce terme-là par la question, précédente. Donc gamma de x plus y, donc u puissance x moins 1 sur 1 plus u puissance x plus y, donc c'est ce reste-là. Et donc il reste phi de... Enfin ça, cette fonction, on l'appelle phi de xy de u, fonction de u. La fonction qui a u va associer phi de xy u, elle est indépendante de a, effectivement. Elle est continue par morceau et elle est intégrable par la question grand 2 B4. Et donc on peut utiliser le théorème de convergence dominée pour obtenir que G défini est continu sur R+. Alors, les questions C5, donc on veut calculer la limite pour A qui tend vers plus infini de G de A qui est une intégrale, donc pas de surprise, on va intervertir les signes limite et intégrale, donc allons-y, on va utiliser encore une fois un théorème de convergence dominée. Donc, on prend A dans R+, la fonction qui a U va associer Gxy de UA, elle est continue par morceau sur R+, et pour tout U dans R+, on a que la limite du coup pour A qui tend vers plus infini de la fonction intégrande qui vaut donc gamma de x plus y sur u puissance x moins 1 sur 1 plus u puissance x plus y, donc on a utilisé cette limite là qui vaut gamma de x plus y. Et cette limite elle est bien continue par morceau sur R+. La fonction dominante elle est la même que celle qu'on a obtenue à la question précédente, et on peut permuter limite et intégrale pour obtenir ce qu'on voulait, c'est-à-dire faire entrer la limite à l'intérieur de l'intégrale, et ça c'est gamma de x plus y. Et donc on utilise la question grand 2C2 pour traiter cette intégrale-là. Qui va rester, puisque ça c'est gamma du coup de x plus y, donc on peut le sortir par linéarité, puisqu'il n'y aura plus de dépendance en U, et donc on va traiter l'intégrale voulue. Ici ça vaut bêta de xy par le changement de variable qu'on a fait, donc on a bien le résultat que l'on voulait. Donc allons-y pour cette question C5, donc on prend CD dans R plus étoile, c'est plus petit que D. On montre que G elle est C1 sur tout segment CD. On prend x et y dans R plus étoile, la dérivée donc par rapport à A de Gxy elle existe, et puisque f de xy est la primitive de la fonction qui a t va associer exponentiellement tt puissance x plus y moins 1, eh bien on va pouvoir calculer cette dérivée ici et obtenir donc c'est évidemment la dérivée par rapport donc à u de cette fonction là, et ensuite on remplace en utilisant l'expression de la dérivée ici. Donc voilà. Et finalement, après tout calcul fait, on a ce résultat-là. Voilà, et donc il faut justifier que cette dérivée elle vérifie toutes les hypothèses qui vont bien. La fonction du coup qui a u va associer g de xy ua, elle est continue par morceau intégrable. La dérivée elle est aussi continue par morceau, donc par rapport à la variable u. A étant fixée, et pour u la fonction a et donc pas u, la fonction qui a va associer la dérivée donc elle est continue sur R+, puisque les fonctions sont toutes continues, et pour u dans R plus étoile et a dans CD, eh bien on peut majorer cette fonction là en faisant sauter la dépendance en A, en utilisant donc C et D qui sont les majorants de l'intervalle, les bornes inf et sup, et donc on obtient une certaine fonction phi de xy u. Cette fonction là elle est indépendante de A, continue par morceau intégrable car petit o de 1 sur u carré, donc toujours le même argument. On déduit que G elle est C1 sur tout segment CD, et en quoi ça montre que G elle est C1 de R plus étoile dans R. Si je prends un dans R plus étoile, il existe toujours C et D tel que A appartiennent à un segment CD, donc G est dérivable en A, et comme c'est vrai pour tout A, c'est que G elle est C1 de R plus étoile dans R. Ça montre donc l'intérêt de se ramener à un segment plutôt que de travailler sur R plus étoile tout entier. Allez, on est parti pour la dernière question de cette partie. Donc on aimerait lier G, la dérivée de G à G. Pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut utiliser le théorème fondamental de l'analyse, et utiliser que du coup G de A c'est G de 0 plus l'intégrale de 0 à A de G' de t dt. Donc G de 0 c'est 0 plus gamma de x, donc voilà, et l'intégrale du coup de G' de t dt, on la remplace tout simplement en utilisant la définition de G' de t.
Et on passe à la limite pour a qui tend vers plus infini dans cette égalité, puisque l'intégrale converge et on obtient que la limite pour a qui tend vers plus infini de g de a, c'est gamma de x, gamma de y. Et enfin, par la question, donc je ne sais plus laquelle c'était, mais on a que la limite pour a qui tend vers plus infini de g de a, c'est gamma de x plus y, bêta de xy. Et donc on divise par x plus y pour obtenir le résultat voulu. Pour x plus grand que 1 et y plus grand que 1, c'est que bêta de xy, c'est gamma de x fois gamma de y sur gamma de x plus y. Et on a aussi montré le résultat si x et y étaient dans 0, 1 par la question grand 2C1, je pense. Je ne me rappelle plus exactement le numéro, mais on l'a montré dans les deux cas. Donc première question de cette partie 3, on prend x, un réel positif non nul, et on évalue on calcule psi de x plus 1 moins psi de x, par définition on remplace, et on va mettre sous même dénominateur, on n'a pas d'autre choix pour le moment, et on récupère cette expression-là. Et évidemment, on va utiliser la relation fonctionnelle gamma x plus 1 égale x gamma de x, qu'on va dériver pour simplifier ce gamma prime de x plus 1. Donc on dérive cette relation fonctionnelle et on va obtenir gamma prime de x plus 1 égale gamma de x plus x gamma prime de x. On remplace du coup dans l'expression du dessus, et on obtient ce résultat là. Ici on voit du coup que les x gamma prime de x fois gamma de x vont se simplifier, il va rester juste gamma de x au carré sur le numérateur, et en bas on a remplacé gamma de x plus 1 par x gamma de x, donc il va rester gamma carré de x sur x gamma carré de x, donc il reste bien 1 sur x, et donc on a bien prouvé notre relation que l'on voulait. Allons-y pour cette question 3b1, par relation R, on a bêta de x en fonction de gamma de x, gamma de y et gamma de x plus y. On voit bien que la fonction qui a y va associer gamma de y sur gamma de x plus y est dérivable, donc la fonction d'éron bêta sur d'éron y, la dérivée de bêta par rapport à y est bien définie sur R plus étoile au carré. Donc on va voir, on va préciser en quoi cette fonction-là est dérivable et quelle est surtout sa dérivée par rapport à y. Donc je prends x et y dans R plus étoile. Je calcule la dérivée de bêta par rapport à y évaluée en xy, donc ça fait gamma de x, on peut sortir vu que c'est indépendant de y, et on dérive par rapport à y, donc cette fameuse fonction là qui est dérivable, et c'est une dérivée de la formule sur v, donc voilà, on applique la formule, ça fait u'v moins uv' sur u carré, et donc ça donne ça, et ensuite on va factoriser du coup par gamma de y et divisé par gamma de y. En fait on fait fois gamma de y divisé par gamma de y ici, donc on va récupérer ici gamma de x fois gamma de y, et on va sortir un gamma de x plus y, donc on va récupérer ça, et à l'intérieur donc on va diviser par gamma de y mais sur les deux termes de la somme, donc on va récupérer gamma prime de y sur gamma de y qui va faire psi de y. Ici on a divisé par gamma de y, donc on l'a perdu, et il nous reste juste un seul gamma de y vu qu'on en a sorti un. On en a sorti un pour le premier paquet. Donc le premier paquet ça fait bêta de xy, donc super. Et là on récupère effectivement gamma prime sur gamma de y, et on simplifie les gamma de x plus y. Et ici on a gamma prime de x plus y sur gamma de x plus y. Donc ça va faire du coup psi de y moins psi de x plus y, et donc on a bien le résultat que l'on voulait. Allons-y pour cette question B2, donc on prend y dans R plus étoile et h dans R plus étoile, et on constate pour tout t dans 0, 1, si j'augmente en fait la puissance de 1 moins t à l'intérieur là, donc si je prends y plus 1 plus h moins 1, c'est plus petit que si je prenais y moins 1. Et ensuite on déduit par croissance de l'intégrale que bêta de x y plus h est plus petit que bêta de x plus y. Donc si je divise par h qui est positif, non nul, et que je fais tendre h vers 0, j'en déduis que pour tout x, y, c'est négatif. Donc la dérivée par rapport à y de bêta évaluée en xy, et la fonction qui a y va associer cette dérivée là, elle est négative, donc il s'ensuit que pour tout x fixé, la fonction qui a y va associer bêta de xy, elle est décroissante. Question B3, donc on a vu à la question B1 que la dérivée par rapport à y de bêta évaluée en xy, c'était bêta de xy fois cette différence là. Ça on a dit que c'était négatif, ça on a dit que c'était positif, donc c'est que ça c'est forcément négatif, donc pour tout x et y des réels strictement positifs, j'ai cette différence là qui est négative. Maintenant si je prends x de R plus étoile
et que je prends h dans R plus étoile, le quotient psi de x plus h moins psi de x sur h est supérieur ou égal à 0, et si je fais tendre h vers 0, j'obtiens que la dérivée donc pour tout x dans R plus étoile de psi est positive. Il s'ensuit donc que psi est croissante sur son ensemble de définitions. Allez, donc on est parti pour cette question C1, donc on prend x, donc c'est strictement plus grand que moins 1 et n dans n étoiles, et on veut montrer du coup cette égalité qui est équivalente en fait à celle qu'on veut montrer dans l'énoncé, seulement j'ai récupéré à gauche tous les termes de psi qui correspondent à psi, et j'ai récupéré la somme à droite. Donc et ensuite, après, j'ai mis psi de n plus 1 moins psi de 1, et j'ai mis l'autre terme, j'ai arrangé un petit peu les termes, mais en fait, pour pouvoir utiliser la relation psi de n plus 1 moins psi de n égale 1 sur n, etc. Donc là, on fait apparaître en fait une somme télescopique, puisqu'on a, je rappelle, psi de x plus 1 moins psi de x qui vaut 1 sur, 1 sur x, pardon. Donc, l'idée, c'est de faire apparaître cette somme-là où on va avoir psi évalué, une différence en fait de psi évalué en des points qui ne diffèrent que de 1. Donc en fait, là, on récupère bien psi de 1, psi de n plus 1 moins psi de 1. Donc on a fait apparaître cette somme télescopique et on remplace, ça fait 1 sur n moins 1, etc. jusqu'à 1 sur 2 et 1 sur 1. Donc au final, on récupère la somme des 1 sur k. Donc c'est pas mal, on a récupéré ce qu'on voulait. Et le deuxième terme, on va récupérer sans doute 1 sur la somme des 1 sur k plus x. On fait exactement la même chose. Et on obtient que c'est la somme des 1 sur k plus x. Donc on en déduit que l'égalité qu'on voulait. Ensuite, il suffit juste de réarranger les termes pour obtenir du coup, je récupère du coup, je développe le moins à l'intérieur, psi de x plus 1 moins du coup le psi de 1, et j'envoie psi de n plus 1 et moins psi de n plus x plus 1 de l'autre côté, et j'ai bien le résultat que je voulais, donc il n'y a pas de problème. Allez, donc allons-y pour cette question C2, donc on prend x strictement supérieur à moins 1 et n supérieur ou égal à 2, on pose p la partie entière de x plus 1. La croissance comparée de psi donne que du coup psi de n plus x plus 1 moins psi de n est supérieur à 0, donc on a déjà une première inégalité. Une autre inégalité, ça va être de regarder hn plus p moins hn moins 1. Donc ça fait la somme du coup pour k allant de 1 jusqu'à n plus p de 1 sur k moins la même somme jusqu'à n moins 1. Et du coup, il y a des termes qui vont se compenser. Et il va rester que les termes de n jusqu'à n plus p. Bon, 1 sur k, on peut l'encadrer par 1 sur n, puisque par le plus petit terme. Et ensuite, on sait qu'il y a du coup n plus p moins n plus 1, c'est-à-dire du coup p plus 1 terme. Donc on peut sortir du coup p plus 1 sur n pour l'encadrer. Donc on a bien l'autre inégalité, mais il nous manque une dernière inégalité, c'est que psi de n plus x plus 1 moins psi de n est inférieur ou égal à h de n plus p moins hn moins 1. Donc par définition, on va essayer de se ramener à utiliser la croissance de psi. Par définition, on a x inférieur ou égal à p, donc n plus x plus 1 est inférieur ou égal à n plus p plus 1. Et d'ailleurs, on va essayer d'utiliser cette forme alternative de hn plus p moins hn moins 1, donc on a bien fait de commencer à calculer ça. Donc on a n plus x plus 1 inférieur ou égal à n plus p plus 1. On applique la croissance de psi, donc c'est bien, et on va voir qu'en fait c'est ce qu'on voulait. Si on retranche psi de n après, donc là on a bien les termes que l'on voulait, c'est-à-dire les termes qui vont de n jusqu'à n plus p. Donc voilà, c'est parfait. Donc ça a fait hn plus p moins hn moins 1, et il n'y a pas de problème. Donc voilà, on a bien le résultat voulu. Donc question suivante, on fixe x plus grand que moins 1, et donc on a vu pour tout n supérieur ou égal à 2 par la question C1, on a cette égalité là où j'ai fait passer psi de 1 à droite. Mais maintenant on aimerait du coup faire tendre n vers plus l'infini, mais il faut encore avoir le droit de le faire. On a vu, donc c'était le but de l'encadrement de la question C2, c'est que psi de n plus x plus 1 moins psi de n est inférieur ou égal à p plus 1 sur n, et que ça va tendre vers 0 pour n qui tend vers plus l'infini, puisque p est indépendant de n. Donc par théorème des gendarmes, on en déduit que la suite, fonction de n, attention, psi de n plus x plus 1 moins psi de n converge, et même sa limite vaut 0. Donc voilà.
la série de termes général 1 sur k moins 1 sur k plus x, donc qui est cette série-là, ça fait du coup x sur k fois k plus x. Si on met sous le même dénominateur, c'est équivalent à x sur k carré. Et ça converge par rapport, si on la compare par rapport aux séries de Riemann, puisque 2 est plus grand que 1, strictement. Donc on peut passer à la limite pour n qui tend vers plus infini et obtenir ce résultat-là que l'on voulait. Donc allons-y pour cette question D1. Donc on va poser G, la fonction qui à x va associer cette somme-là, et nous on aimerait dériver G, qui est donc une série de fonctions. On aimerait dériver à l'intérieur du signe somme, donc on va noter la fonction à l'intérieur Gn de x, et on va suivre la méthodologie, on prend k dans n étoiles, p coincé entre 1 et k, et on dit que les fn sont cp, on peut du coup calculer les dérivées p, la dérivée pim, ça fait moins 1 puissance p plus 1 p factoriel sur n plus x puissance p plus 1. La convergence simple, elle est assurée, donc il n'y a pas de souci, on l'a vu à la question précédente. Et la dérivée pim de fn évaluée en x, elle est en valeur absolue, elle est égale à p factoriel sur n plus x puissance p plus 1. Ça converge évidemment si p est plus grand que 1, par comparaison au série de Riemann, puisque p plus 1 devient supérieur ou égal à 2, donc qui est strictement plus grand que 1. Et maintenant, je m'assure de la convergence normale de la valeur absolue de fn, de la dérivée km de fn évaluée en x, donc c'est plus petit que k factoriel n plus 1 puissance k plus 1, et le membre de droite ça converge, toujours par comparaison au série de Riemann, puisque k est plus grand que 1. Dès que k est plus grand que 1, oui. Donc la dérivée km par rapport de fn, la série de termes général fn, en gros la série de fonctions fn dérivée km converge normalement sur tout segment de moins 1 plus infini, donc on peut tout ça, ça montre que G c'est infini, pardon, et on peut dériver à l'intérieur du signe somme pour obtenir cette expression voulue, donc pour tout x quelconque, mais nous on veut juste prendre x égale 0, donc il suffit de remplacer x égale 0 et on récupère la somme allant, donc après avoir sorti tout ce qui dépend de k, des 1 sur n puissance k plus 1, et comme la somme commence à n égale 2, pour récupérer zeta évalué en k plus 1, il faut prendre la somme qui commence à 1 et lui retrancher le terme n égale 1, c'est-à-dire 1. Donc on a zeta de k plus 1 moins 1 pour cette somme-là. Donc cette question D2, donc on prend n dans grand N, x coincé entre moins 1 et 1, et on aimerait bien appliquer, vu la forme du résultat approuvé, le théorème l'inégalité de Taylor-Lagrange. Ça tombe bien, il faut que G soit Cn de 0i, du fermé 0x, et G soit Cn plus 1 de l'ouvert, et on a montré que G était C infini sur 0x, donc c'est bon. La première hypothèse est vraie, il ne reste plus qu'à chercher un majorant maintenant, un majorant de la dérivée n plus unième. Si on prend y dans 0x, on a en valeur absolue le majorant la valeur absolue de gn plus 1 de y, c'est cette somme-là, et elle peut toujours être majorée par une égalité triangulaire, et maintenant, on peut sortir le n plus 1 factoriel par linéarité de la somme. Il nous reste la somme des 1 sur k plus y puissance n plus 2. 1 sur k plus y, c'est plus petit que 1 sur k, puissance n plus 2, donc on peut toujours majorer cette somme par zeta en fait de n plus 2, et zeta étant décroissante, on peut toujours dire que c'est plus petit que zeta de 2. Donc voilà, on a trouvé un majorant qui est m égale n plus 1 factoriel zeta de 2, donc sur 0x, donc super, et on peut appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange pour obtenir que la valeur absolue, la différence entre g de x et la somme du coup de la dérivée km de g évaluée en 0 sur k factoriel x puissance k est plus petite que ce majorant, taille de l'intervalle x moins 0 puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, faut pas oublier le n plus 1 factoriel, en plus ça tombe bien puisque ça va simplifier avec le m, et donc on a bien notre résultat voulu. On a bien encadré le reste en fonction de zeta de 2, valeur absolue de x puissance n plus 1. Et x il est coincé entre moins 1 ouvert, donc en valeur absolue x puissance n, même x puissance n plus 1 va tendre vers 0 en plus l'infini. Et donc en fait on en déduit que gx doit converger simplement vers sa série entière, donc
Donc voilà, et on va calculer l'expression de sa série entière. G de 0, ça vaut 0. Et la dérivée nième de g évaluée en 0, ça vaut ça. C'est ce qu'on avait trouvé précédemment. Et les n factoriels, ils vont dégager, donc super. Et donc au final, on déduit que g elle est développable en série entière sur -1 ouvert. Et on a même une expression de g en série entière. Ah, donc on est parti pour cette dernière question de la partie 3. Donc par la question C3, on a zeta de 1 plus x en fonction de zeta de 1 et la somme qui fait bien penser à g de x. Et on lui, du coup, on va sortir, enfin g de x, elle est définie, enfin c'est une somme qui est définie à partir de n égale à 2. Donc on va sortir le terme n égale à 1 qui vaut du coup 1 sur 1, donc 1, moins du coup 1 sur 1 plus x, donc on récupère ce terme là. Et 1 sur 1 plus x, ça tombe bien, c'est développable en série entière, donc on va peut-être pouvoir simplifier des termes. Donc bon, c'est bien ce que je dis, on récupère g de x, super. Donc on a déjà dit que g était développable en série entière, et c'est pareil pour x sur 1 plus x, donc ah ouais non, c'est 1 sur 1 moins x qu'on a utilisé dans une question, donc bon, voilà, mais bon, vous l'avez déjà fait, c'est pas la peine de se répéter 800 000 fois. On développe en série entière, ça fait 1 moins du coup somme des moins 1 puissance n, x puissance n. Après on va pouvoir simplifier, donc on voit que en fait le 1 c'est cool, il va pouvoir contrer le terme n égale 0, comme ça les deux sommes commencent à n égale à 1, et on va pouvoir simplifier aussi avec le moins 1 ici, ça va faire du moins 1 puissance n plus 2, ou moins 1 puissance n, c'est la même chose. Et donc au final il va rester qu'un seul terme comme on voulait, et il suffit maintenant de remplacer dans la question précédente, et on a le résultat voulu. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo sur un corrigé d'analyse qui est assez intéressant parce qu'il te permet de revoir tous les théorèmes d'interversion série intégrale. Donc vraiment c'est un super exo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver sur des sujets de concours. Donc c'est bien soit pour préparer les concours ou même par curiosité mathématique. Donc j'espère te retrouver sur une de mes prochaines vidéos. Salut!